Bonjour à tous et bienvenue à cette matinale consacrée au marketing relationnel, faire de l'expérience utilisateur un accélérateur de performance. Des spécialistes viendront nous parler ce matin et vous allez voir, ils ont pas mal de choses à dire pour faire grossir le business, pour accroître toutes les relations commerciales que vous pouvez nouer avec vos clients. Vous allez voir, c'est juste passionnant. Première à entamer le bal, si je puis dire, Iria Marquez, qui est la directrice associée d'Aressi, le pôle B2B du groupe EPOCA. C'est sa première intervention, c'est elle qui va ouvrir le bal, comme je le disais. Iria Marquez. Bonjour Iria, viens avec moi. Merci beaucoup Gilbert, bonjour. Alors normalement, on se tutoie, mais là, on va se Oui, vouvoyer. pardon, excusez-moi Iria, en deux mots, Gilbert. de quoi on va parler ce matin? Nous allons parler d'expérience utilisateur. Ouais. C'est parti? Eh bien, c'est Allez, parti. 5, 4, 3, 12. À vous, Iria. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous parlons aujourd'hui d'expérience utilisateur et j'ai demandé à un certain nombre de nos partenaires les plus brillants de venir se joindre à nous. Vous allez les voir et ils vont se présenter dans la foulée. Laurent Guéquier d'Explore, Olivier Piscard de Visibly et Xavier Tranois de Sigilium. Et vous verrez comment leur rapport, l'apport de leur société va aider cette expérience utilisateur. Mais avant toute chose, donc, on est le 18 juin, ça n'a échappé à personne. Et donc, du coup, ça m'a fait penser à Charles de Gaulle, évidemment, qui n'est pas le marketeur le plus réputé. Hein. Je ne pense pas qu'il ait écrit aucun sur le sujet, mais il a dit un truc assez fabuleux. C'était un Saint-Cyrien, et donc, comme tous les Saint-Cyriens, il prenait Polytechnique pour une bande de pignoufs. Hein. C'est grande habitude. Et il disait, le difficile, c'est pas de sortir de Polytechnique, c'est de sortir de l'ordinaire. Et c'est vraiment une super belle leçon pour les marketeurs. Pourquoi? Parce que pour nous aussi, le plus difficile, c'est pas de créer une très belle image pour nos marques, c'est de faire en sorte que cette marque entame une relation qui soit extraordinaire avec ses cibles. C'est ça qui est le challenge. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de user experience ce matin, non pas au sens Internet du terme, qu'est-ce qu'on fait sur notre site, est-ce que mon agence a une bonne expertise user expérience, mais au sens beaucoup plus large. Quelle est l'expérience qu'on propose à nos cibles, quels que soient les touchpoints? Hop, non, non. Ça va venir, évidemment. Voilà. L'expérience, elle est d'autant plus critique aujourd'hui, la notion d'expérience, de user experience, qu'on vient de vivre, on est en train de vivre des moments qui ont cristallisé cette notion de relation, qui ont fait augmenter l'attendu en matière de relation et en même temps qui ont fait que la porosité entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle n'a jamais été aussi importante. Et donc aujourd'hui, on a comme professionnels, nous tous, des attentes de consommateurs et notamment en termes de user experience, où on sait tous que en B2C, le user experience est vraiment extrêmement travaillé par les marques B2C. Un exemple ici que vous connaissez par cœur, hein, et vous allez me dire, tout ça c'est très bien, c'est du B2C, mais le B2B ne fait pas beaucoup de ketchup. Et donc, comment est-ce que ça se concrétise, cette notion de user experience? Vous allez faire une petite expérience toute simple. Elle est là. Si j'arrive, non, c'est là. Voilà, merci. Si vous êtes à la recherche d'une solution de CRM et que vous balayez un certain nombre de sites d'experts en la matière, eh bien, vous voyez que vous pouvez arriver sur le site de gauche et sur le site de droite si vous vous dites vous-même en toute sincérité, en arrivant sur lequel de ces deux sites je me sens le plus à l'aise et je me sens le plus en confiance quant à ma capacité à faire que mon nouveau CRM soit facile à adopter, bah, je vous laisse juger, hein, ou le gauche ou le droit, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir parce que vous voyez que dans ce site, on va pas passer du temps à le décortiquer, hein, le site de droite, évidemment, parce que c'était certainement votre préféré. Mais derrière ce site, il y a évidemment une image, il y a évidemment du design, mais il y a deux autres grands facteurs d'expérience user qui sont la stratégie marketing. Le user experience, c'est pas juste faire des jolis boutons, faire une belle image.
aussi être clair sur ses objectifs, connaître ses cibles, connaître son budget et savoir où on va, ce qu'on veut faire pour sa marque et ce qu'on veut faire en termes de parcours pour les cibles. Qu'est-ce qu'on veut leur faire, par quelle étape on veut les faire passer. Et pour illustrer ces trois grandes aires, ces trois grands domaines de l'expérience user au sens large, je vous propose aujourd'hui 4 leviers qui vont améliorer cette expérience. Et le premier levier, c'est pas le plus drôle, c'est pas le plus amusant à faire, mais c'est le plus indispensable, c'est connaître ses clients, connaître ses prospects, les connaître sous l'angle de la base de données. Évidemment qu'on a tous des bases de données qui sont totalement insatisfaisantes. On n'a toujours pas rencontré quelqu'un qui dit en arrivant à l'agence, waouh, ma base, elle est vraiment au top. Ça n'existe pas, donc pas de tristesse là-dessus. Mais l'important, c'est que, pardon, en termes de base de données, on s'améliore en permanence. Il n'y a jamais de perfection au bout, donc dites-vous bien que le chemin, il est jamais fini, mais c'est important de faire des efforts pour aller chercher de l'information totalement factuelle. Vous verrez tout à l'heure, il y a des solutions qui sont extrêmement efficaces dans le domaine. Et puis, un autre aspect de la cible qu'on néglige souvent. Normalement, je devrais dire persona à ce moment-là, mais je ne vais pas dire persona, donc vous ne l'avez pas entendu. Il y a un autre aspect qui est important, c'est la dimension humaine, la dimension psychologique de vos cibles. Pourquoi je dis pas persona? Parce que j'aime pas trop cette idée qu'à partir d'une cible, on définisse un archétype en lui donnant un prénom, une vie personnelle, et cetera. Pour moi, la vie personnelle, au sens vie sociale, n'est pas très importante. Je préfère qu'on se focalise sur les leviers psychologiques quand il est dans un cadre professionnel. C'est pour ça qu'on a un schéma comme figuré ici, qui est un peu particulier, qui est un peu loin des personnes. Le deuxième levier, c'est évidemment le site. C'est à la fois le premier point de contact, souvent, entre vous et votre marque, et puis un point de contact où la cible peut revenir. Ici, vous voyez un exemple qui est assez emblématique. Pourquoi? Parce que comme souvent, c'est un site qui a plein de cibles différentes. C'est un site pour un de nos clients qui fait de l'acier inoxydable, un truc pas très poétique. Et ils ont parmi leurs grands secteurs, leurs grandes verticales, le monde de la construction. Évidemment, un monde où mon client et ses concurrents sont extrêmement bataillés. Hein, il y a une grosse concurrence là-dessus. Dans cet univers, beaucoup d'acteurs ont décidé de faire des sites dédiés explicitement à la construction, parce qu'on a là des cibles un peu différentes. Donc un site vertical. En ça, mon client n'est pas très différent de ses concurrents. Les sites des concurrents, ils sont de deux familles, c'est assez simple. Les, disons, un peu old school, pour pas dire totalement dépassés selon certains, et puis d'autres sites qui sont une sorte de très beau catalogue, de très belles constructions qui font appel à de l'acier inoxydable. Et donc, quand on a travaillé dessus, on s'est dit, il y a des cibles, on les connaît bien, et donc de quoi est-ce qu'elles vont avoir besoin? En quoi est-ce qu'on peut les aider? Alors évidemment, il faut faire du beau. Mais on est parti de l'idée qu'on avait des archis comme cible, des architectes qui, eux, étaient en recherche d'inspiration et donc dans la vie de tous les jours, ils passent leur temps à feuilleter, à naviguer dans tout un tas de sites pour s'inspirer. Mais on avait aussi des installateurs et on a construit tout un schéma qui permet une navigation qui permet à la fois d'adresser un besoin extrêmement pragmatique, extrêmement technique et qui permet d'adresser aussi un parcours beaucoup plus inspirant, beaucoup plus esthétique. Le troisième levier, c'est l'interaction. Aujourd'hui, on supporte de moins en moins, nous tous, hein, on supporte de moins en moins d'avoir une attitude passive vis-à-vis d'une communication qu'on nous déverse sur les genoux ou dans le cerveau. Et donc, aujourd'hui, en B2B, je parle bien de B2B, hein, on travaille à l'agence sur des leviers qui font que la communication qu'on propose à nos cibles, dès la phase de conquête, ici à gauche
en pub soit une communication qui interagisse, qui invite les gens à donner leur avis, à faire des paris, hein, parfois sur des chiffres statistiques notamment. Ça fait appel à un levier psychologique qui est extrêmement puissant, qui est l'envie que j'ai, moi, d'avoir raison, de donner mon avis, de parier sur une connaissance que j'ai ou que je n'ai pas. Et donc, c'est extrêmement puissant. On a des pubs qui atteignent des taux de clics et des taux de leads qui sont effectivement hyper importantes parce que ça active un levier psychologique qui est extrêmement connu et absolument irrésistible chez nous tous. C'est ce qu'on fait donc en phase d'acquisition au niveau de la pub, mais aussi, comme vous le voyez à droite, en matière de nurturing, dans la phase de nurturing, dans la relation avec le client, avec des quiz qu'on met à l'intérieur de dispositifs de marketing automation. Et donc, le marketing automation, c'est mon quatrième et dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention parce qu'on a là vraiment le cœur même de la capacité à être extrêmement expérientiel avec, donc vous voyez ici, hein, je vous ai mis quelques taux de performance qui sont sympathiques à partir du moment où on a vraiment des précautions quant à ce user experience. Et les précautions, elles tiennent en 4 mots. S'obliger absolument à être utile dans ce qu'on délivre à nos clients, à être surprenant, pas tout le temps, mais de temps en temps, pour rééveiller l'attention, à être dialogant. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais croyez-moi, avec le marketing automation, on peut. Et puis, faire en sorte qu'on personnalise le plus possible. Et là encore, même avec une base de données faiblement structurée, on peut y arriver. Voilà. Un mot de conclusion, l'expérience utilisateur, c'est pas seulement sur le site, c'est un sport tout terrain à condition de bien connaître les cibles. Et si vous voulez en savoir plus, Gilbert est là. J'en sais beaucoup moins. Restez avec moi, il y a Oui, C'était passionnant. Et tout ça, merci. c'est appliqué? Tous ces concepts, est-ce que c'est comment dire, reçu par tous ou il y a encore du chemin à parcourir? Il y a un petit peu de chemin. Bon, c'est pour Mais ça qu'on est l'important, là. c'est le chemin, pas le point d'arrivée. Et comment la route est longue et la pente, comment? Bref. Douce. Raid, voilà, c'est ça. Allez, on enchaîne. Merci Ria. Laurent Guesquier, qui est responsable commercial chez Explore. Le mot veille n'est jamais loin de l'activité d'Explore. Vous allez tout comprendre. Enfin, il va peut-être pas nous expliquer son activité à proprement parler, mais comment lui, il fait du business. Venez avec moi, Laurent. Bonjour Gilbert. La veille, hein, c'est ça, La c'est veille, le mot-clé exactement. de C'est le l'activité. mot-clé, exactement. Le mot-clé, c'est la veille, mais c'est aussi et surtout l'utilisateur. Et c'est Voilà. ce dont on va parler pendant 5 minutes. Allez, c'est à vous. Merci Gilbert. Bonjour à tous. Je me présente Laurent Guesquier, responsable commercial et partenariat CRM pour Explore. Alors avant de commencer, je voulais juste remercier Iria et toute l'agence RSI de nous avoir invités ce matin. Les matinales sont toujours des rendez-vous assez intéressants et passionnants et très très riches. Et ça nous permet en plus d'avoir une bonne occasion de se revoir après toutes ces semaines de longue absence. Alors, aujourd'hui, parmi le thème qui est développé ce matin, donc l'expérience utilisateur et la performance, il y a un terme pour nous qui est très très important, c'est la notion d'utilisateur. Comment connaître ses utilisateurs, comment connaître ses clients. Alors les utilisateurs, on les définit souvent par une carte d'identité, y compris en B2B, une entreprise, c'est un chiffre d'affaires, des CONAF et autres, mais aussi et surtout, l'utilisateur, c'est ce qu'il fait. Donc, ce qu'il fait, il y a tout un tas de dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui, que vous connaissez, certains qui vont vous être présentés tout à l'heure, pour aller identifier toutes les interactions entre les utilisateurs, vos points de vente et vos différents dispositifs digitaux, ça marche très bien. Mais il y a aussi ce qu'il vit. Ce qu'il vit, c'est aussi, ce qu'il vit est personnel, mais aussi et surtout dans l'entreprise. La vie de son entreprise a forcément un impact sur son activité. Donc, la connaissance client, même si c'est un sujet un peu tarte à la crème, évidemment, c'est un sujet éminemment important. Iria le disait encore tout à l'heure, pour avoir une expérience client performante, il faut bien connaître ses clients. Alors, Explore dans tout ça. Explore, c'est effectivement une solution de veille. Ça fait plus de 20 ans qu'on développe une solution de veille commerciale. Alors, la veille commerciale, qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, comment on le pratique nous? Notre métier, c'est d'aller identifier au quotidien des éléments clés dans la vie des entreprises pour permettre à nos clients de cibler leurs prospects, leurs clients, en fonction non pas uniquement de leur offre ou de leur promo, mais de ce qui se passe chez leurs clients. C'est un principe assez simple, c'est parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Il faut que les commerciaux parlent aux clients du client, et ça marche très bien.
Alors, on nous demande souvent comment on fait, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Je voulais juste vous montrer rapidement qu'on travaille sur des multitudes et des multitudes de sources. On est presque 200 aujourd'hui, avec une particularité, c'est qu'on travaille beaucoup avec la presse écrite, la presse régionale, la presse professionnelle. Alors, pourquoi? Un exemple tout simple, que je prends souvent, mais qui est réel. Vous prenez une société d'Orléans ou de Chartres, de 50 personnes. Voilà. Cette société, elle va recruter, je sais pas, 6-7 personnes, et elle déménage dans 6 mois. Ben, cet événement-là, qui peut être très intéressant, il n'existe pas dans le web parisien. Clairement, il n'apparaît pas sur Google ou alors à la 22e page. En revanche, au niveau local, il apparaîtra et c'est un vrai sujet de connaissance client et c'est un vrai levier de business sur ces entreprises-là. C'était d'ailleurs un des enjeux, c'est toujours un des enjeux de beaucoup de nos clients et en particulier de BPI, qui est le client dont je vais vous parler aujourd'hui, avec lequel on travaille depuis longtemps et qui voulait beaucoup travailler sur cette connaissance client. Alors, ils avaient une démarche que je trouvais intéressante en 3 points. On ne va pas la détailler complètement, mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils sont partis d'un constat qu'on a tous, mais qui est souvent qu'un constat. La connaissance client permet de mieux comprendre les clients. OK, très bien. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait en sorte que ça devienne un vrai levier de performance? Alors, ils ont développé un projet, on l'a développé avec eux, on a participé à ce projet en plusieurs étapes, qui était d'enrichir et de faire partager ces informations le plus largement possible et surtout d'irriguer toute l'entreprise, de la centraliser et de la rendre utile. C'est ce que disait encore Iria tout à l'heure. Les informations et les données, c'est très bien, mais il faut qu'elles soient utiles et utilisées. Donc ce projet qu'ils ont baptisé Family, avec un certain nombre d'éléments, il prend notamment la forme d'un CRM qui est basé sur le CRM Dynamics de Microsoft, mais aussi et surtout, j'ai pris quelques exemples pour les partager avec vous ce matin, il prend aussi la forme de l'alimentation au quotidien d'informations ciblées sur les comptes des commerciaux. Alors, ce qui est intéressant dans cette démarche-là, au-delà de la donnée et de la technologie, c'est qu'en fait, on les a accompagnés dans toute la digitalisation de la force de vente, dans toutes les habitudes commerciales. Alors, ils ont tout un et d'habitudes sur lesquelles ils travaillent, et j'en ai pris 2 pour les partager avec vous ce matin. Un que je trouvais intéressant, parce qu'en plus, c'est d'actualité, aujourd'hui, clairement, c'est ce qu'ils appellent le café du matin. Ils essayent de faire en sorte que tous les commerciaux, tous les jours, s'intéressent à l'actualité de leurs prospects et de leurs clients. L'objectif, il est simple, c'est que quand on a des comptes, on commence par lequel? On va appeler qui en premier? On va contacter quel client? On va contacter quel prospect? C'est pas toujours très simple de le faire. Grâce à toutes ces données et à cette habitude, cette nouvelle habitude, les commerciaux ont au quotidien une meilleure compréhension et un meilleur ciblage de toutes leurs actions commerciales. Et les actions marketing, c'est pareil. On contacte qui pour leur dire quoi? Ça sert à ça. Et puis un deuxième exemple, il y en a beaucoup d'autres. Alors un deuxième exemple, qui va arriver peut-être quand il va arriver, c'est pas très grave, c'est la notion d'environnement d'un compte. Très clairement, avant de prendre contact, beaucoup plus efficace d'avoir des informations sur le moment, mais aussi d'avoir accès, oui c'est ça, à un historique complet de tout ce qui s'est passé récemment et pour connaître et bien environner son client. Voilà, c'était un petit partage ce matin sur le thème de la connaissance client. L'idée, elle est très claire, c'est que c'est un thème évidemment important, mais c'est surtout important et efficace quand elle est partagée et quand elle est utilisée. Merci beaucoup, Laurent. Avec plaisir. Une question, en tout cas, moi j'apprécie, on redonne de la valeur à la PQR. Et en cette période où la presse a bien besoin de soutien, j'ai envie de dire, et de lecteurs, parce qu'évidemment on en a besoin, ça veut dire que l'information se niche, y compris là, on ne la soupçonne pas. Ah, clairement. Alors, pour vous donner une idée, il y a quand même 30% encore de la presse écrite qui n'est pas présente sur Internet. Donc, il y a encore un vivier d'informations très important à aller chercher dans la PQR et dans la presse professionnelle. Merci, Laurent. C'est aussi des bons conseils du matin. C'est vrai qu'on apprend plein de choses. Moi, je découvre. Merci. Alors, client suivant, j'allais dire, c'est la thématique. Intervenant suivant, Olivier Piscard, CEO et fondateur de Visibly. Bonjour. Bonjour Gilbert. En 2 mots, Visibly? Visibly, we make the invisible visible. Voilà, tout est dit en anglais dans le texte. À vous. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Olivier Piscard. Je suis le fondateur de Visibly. Alors, on va essayer de diffuser la bonne presse. Nous y voilà. Donc, je suis le fondateur de Visibly et je suis très content ce matin d'être parmi vous, à la fois physiquement et également en virtuel. En plus, ça fait 3 mois que je n'ai pas vu de clients pour de vrai, en dehors d'écran, donc ça fait du bien. Et j'ai remis ma veste, ce qui est sympa aussi. Alors, Visibly, c'est quoi? Visibly, c'est une solution unique sur le marché qui vous permet d'identifier
et de convertir les prospects anonymes qui viennent sur votre site web. Pourquoi c'est important? Aujourd'hui, vous dépensez beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour faire venir les prospects sur votre site web. Voilà, la petite souci avec la technique, mais ça arrive, c'est pas de problème. Et donc, ces prospects ils viennent sur votre site web. Le problème, c'est que vous avez un taux de transformation qui est extrêmement faible. Pour un bon site, quand vous avez bien travaillé avec RSI, vous arrivez à 2%. C'est ce que font les meilleurs. Ce qui veut dire que vous laissez 98% de votre potentiel business, de vos visiteurs, inconnus, non travaillés. Donc, Visibly, c'est la solution à ce problème. On a développé une technologie brevetée, unique, à partir d'IP tracking, de cookie matching, qui nous permet d'identifier les visiteurs, nominativement, les sociétés et les individus qui viennent sur votre site web. Mais l'application, elle ne se limite pas à ça. On va faire 4 étapes pour partir de données brutes statistiques de votre site web pour arriver à un rendez-vous qualifié avec un besoin. On va identifier le prospect, on va rechercher automatiquement de l'information sur ce prospect, son téléphone, son email, la fonction, la taille de l'entreprise, etc. On va ensuite calculer avec des algorithmes la propension d'achat du prospect en fonction de son comportement sur le site web et de son profil, est-ce qu'il correspond ou pas à votre cible. Et ensuite, on va engager ce prospect intéressant avec des campagnes de retargeting par email et sur LinkedIn. Pour finir, on met en place une équipe d'Inside Sales qui va appeler les leads, les qualifier, prendre des rendez-vous. Parce qu'un lead ne vaut rien s'il n'est pas traité commercialement. Le résultat, c'est ça. Voilà la copie d'écran de Visibly. Vous pouvez voir à quel point l'information est riche et profonde sur des prospects que vous ignorez, des gens qui n'ont pas rempli vos formulaires. Je voudrais vous maintenant illustrer le propos avec un cas client intéressant. Ce cas client, c'est Boulanger Pro. Vous connaissez tous la chaîne de distribution Boulanger. Boulanger Pro, c'est la division B2B et ils veulent devenir l'Amazon Business français. Aujourd'hui, sur leur site web, ils ont à peu près 170 000 visiteurs par mois. Quand on les a rencontrés, il y a 2 ans, ils pensaient très bien connaître leur cible. Ils avaient 3 silos, les directeurs d'achat en entreprise, les comités d'entreprise pour les cadeaux d'affaires et les directeurs immobiliers pour l'équipement des bureaux. C'était leurs 3 marchés. Ils nous avaient dit, voilà, nous, on travaille ça et on va s'organiser pour ça. On avait fait des scripts pour chacun de ces cibles. On a commencé à tracer leur site web et on s'est rendu compte qu'il y avait une catégorie de visiteurs qu'ils n'avaient pas identifiés, qui ne travaillaient pas, qui étaient les collectivités, les mairies et les hôpitaux. À tel point que ça représente aujourd'hui 20% de leur trafic. Et eux s'étaient dit, ça c'est un prospect qui n'est pas pour nous, c'est des gens qui font des appels d'offres, c'est pas notre cible, c'est pas ce qu'on traite habituellement. On leur a dit, mais c'est quand même dommage, on devrait quand même aller faire une opération dessus, une opération commerciale. Donc on a écrit des programmes de retargeting adaptés, on a commencé à appeler, et le résultat, c'est que en 1 mois et demi, on a pris 71 rendez-vous, et sur ces 71 rendez-vous, 25% étaient des rendez-vous avec des collectivités locales, qui avaient des budgets spécifiques, qui ne passaient pas par des appels d'offres, et qui, du coup, ont été engagés par Boulanger Pro, et pour une partie convertis. Donc, sur les 700 sociétés qu'on a identifiées en 45 jours, on a fait 3000 appels, parce qu'évidemment, il faut appeler plusieurs fois le prospect avant de pouvoir lui parler, et ensuite, on a converti 71 rendez-vous. Conclusion. Non seulement Visibly vous permet d'exploiter tout le potentiel de votre web, mais va vous permettre aussi de découvrir, de mieux connaître les clients qui s'intéressent à vous, ceux qui viennent sur votre site web, et pourquoi pas découvrir de nouveaux marchés. Aujourd'hui, vos commerciaux ont besoin de vous. Ils n'ont plus de pipe du business, ils n'ont plus de pipe de prospection, ils ont besoin de nouvelles idées. Je vous engage à tester Visibly. On va tester. On va tester, rester. Comment dirais-je? Ça révèle des choses en fait. C'est ça, parce que moi je suis frappé de taux de perte en fait. Mais ça on le dit quand on parle de ce qu'on met dans les boîtes aux lettres, quand on parle de email, quand on parle, cette perte, elle reste constante et permanente. Et c'est ça qu'il faut réduire à tout prix. Exactement. En fait, ce qu'on explique à nos clients, c'est qu'ils ont une mine d'or de leads qui est à leur disposition, des gens qui rentrent dans leur boutique, qui viennent sur leur site web et qu'ils ne travaillent pas, qu'ils ne connaissent pas.
on récupère combien? Vous avez dit, on récupère Ouais. 2% sur. Non, on récupère entre 10 et 20-25%. Donc le gain est immense. Donc Ouais. c'est juste du bon sens, un peu de technique et de savoir-faire. Merci beaucoup. Merci Gilbert. Le dernier invité, dernier intervenant, Xavier Tranglois, cofondateur de Sigilium. Il va nous dire ce que c'est. Bonjour, Xavier. Xavier Bonjour. qui est beaucoup plus grand que moi, évidemment, et c'est très pénible. Sigilium, en 2 mots? Sigilium, c'est une plateforme qui va permettre aux équipes marketing communication de piloter les signatures email de l'entreprise et d'en faire un vrai média. Voilà. C'est à votre tour d'intervenir. Merci beaucoup et à très vite. Merci. Donc Sigilium, pour traduire un petit peu tout ça, ça va permettre aux équipes marketing communication de pouvoir délivrer des messages ciblés à vos interlocuteurs professionnels dans un espace où vous avez leur attention récurrente et de pouvoir mesurer ce que ça va apporter en termes de trafic, en termes de retour pour vous directement pour le business. Alors la question qui nous intéresse ce matin, c'est celle du parcours de notre contact, de notre utilisateur, depuis le moment... Hop. Là, on va faire la traduction, on va passer directement au slide. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est le parcours utilisateur et comment est-ce qu'on va pouvoir engager nos contacts depuis le moment où il va découvrir une question, il va être dans la découverte du sujet, jusqu'au moment où il va s'engager avec vous. Et donc, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est ce client, ce contact-là, qu'est-ce qu'il fait de sa journée? Comment est-ce que j'arrive à le contacter? Et donc, pour avoir cette attention-là, on va analyser un petit peu tout son parcours et on va se poser la question, mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait de sa journée? Et ce matin, vous êtes arrivé avec votre casquette de marketeur, de communicant chez Areci, mais vous êtes également les fameux contacts dans le parcours des autres. Et donc, on peut se retourner la question et se poser collectivement, qu'est-ce qu'on fait de nos journées? Eh bien, je vais vous donner 2 chiffres pour avancer sur cette discussion-là. Le premier, c'est 5 heures. 5 heures, c'est le temps que va passer un cadre derrière sa messagerie par jour. Et puis, 2000. 2000, c'est le nombre d'emails envoyés par chacun de vos collaborateurs hors de l'entreprise pendant l'année. Et donc, si on fait une rapide règle de 3, ça veut dire qu'une entreprise de 300 personnes, il y a 600 000 occasions où elle va pouvoir délivrer un message pertinent à ses interlocuteurs. 600 000 points de contact. Et donc, évidemment, on va pouvoir leur délivrer un message qui soit à la fois pertinent et on va pouvoir soigner 2 choses, la forme et le fond. D'abord, soigner la forme. On imagine bien que l'ensemble des points de contact, on va avoir différents interlocuteurs. On veut qu'on ait une image de marque et une expérience qui soit à la hauteur de la marque et de la projection qu'on fait derrière ce nom-là. Donc, je vais prendre l'exemple d'Arcuriel, qui est une maison de vente. Et on imagine bien que votre interlocuteur, s'il vient dépenser un demi-million ou 1 million chez vous, ou une entreprise, elle a envie d'avoir une expérience qui soit à la hauteur de sa projection sur cette marque-là. Et que donc, on ait une image d'une marque qui soit à la fois homogène chez tous les contacts et toujours à jour avec un contenu qui soit pertinent. C'est-à-dire que je vais pouvoir recevoir des informations sur les futures ventes, sur les sujets qui m'intéressent moi, et pouvoir m'engager directement là-dessus pour avancer avec la marque. Donc là, on est sur la forme. Et bien évidemment, la question qui nous intéresse le plus, c'est celle du contenu. Alors le contenu, là, il y a une clé, elle est très simple, c'est la segmentation. Comment est-ce qu'on peut pouvoir délivrer un contenu qui soit pertinent à cet interlocuteur-là? C'est avec une segmentation qui soit efficace, à la fois au sein des équipes. On ne va pas délivrer des informations tous la même. À Bordeaux, on va peut-être communiquer sur un petit déjeuner, pendant qu'à Lyon, on va communiquer sur le prochain webinar, et à Paris, sur la nouvelle étude de la verticale que vous adressez depuis quelques semaines. Alors, j'ai pris un exemple ce matin sur un éditeur logiciel avec 2 messages. Et pourquoi il y en a un qui marche beaucoup mieux que l'autre? Le premier, il va s'adresser à vous en disant on est super content de vous dire qu'on est leader sur notre marché, sur la verticale qu'on adresse. Et c'est un beau message et on peut imaginer qu'il va cliquer. Et le deuxième, on se met beaucoup plus à la place de notre interlocuteur et à la place de notre contact et on va l'engager en lui proposant des contenus qui vont le faire avancer dans son parcours. On va lui proposer 10 tips, 10 techniques qui vont lui permettre d'avoir une meilleure conversion sur son site. Et là, on voit qu'à taille égale, à nombre de personnes qui le relaient égal, on va avoir un engagement qui est 5 fois plus fort sur ce deuxième contenu.
Et la deuxième chose, c'est de se dire, j'ai la chance d'être dans une relation qui est une relation interpersonnelle avec mon contact, de personne à personne, et donc je vais pouvoir l'engager à la fois sur du contenu qui va être efficace et pertinent pour lui, et à la fois dans une action qui va être une action directe, de prise de rendez-vous, alors si on prend un autre exemple, de dire je suis dans l'immobilier, je vais pouvoir faire une demande d'estimation directe de mon bien, qui va être la première étape pour engager là-dessus, et donc d'avoir un espace dans lequel je vais pouvoir engager un dialogue, une conversion avec mon interlocuteur au long de son parcours pour le faire avancer avec nous. Donc, si on a 3 clés qu'on peut garder aujourd'hui sur ce Customer Journey, c'est ce parcours de notre interlocuteur. Le premier, c'est d'avoir une segmentation au niveau des messages qu'on va pouvoir lui délivrer. Ensuite, d'avoir un message qui soit un message clair avec un call to action pour savoir exactement où est-ce qu'on va et ce qu'on va découvrir comme contenu. Et puis ensuite, c'est de mesurer concrètement ce que ça apporte en termes de retour, en termes d'engagement, et de pouvoir du coup A/B tester tous les contenus pour continuer à s'améliorer. Merci. Moi, je suis Laurent Livier, donc je suis un des directeurs associés d'Arecy. Merci, Donc, j'ai compilé quelques questions des personnes qui nous suivent en digital. Donc, je vous invite à revenir avec moi pour répondre à ces dernières questions. Donc, première question, effectivement, pour Xavier. Ce qu'on vient de voir, ça fonctionne dans tous les environnements? C'est une bonne question. Effectivement, alors, on a parlé beaucoup de parcours, on a parlé d'automation, on a parlé d'engagement direct. Alors oui, ça va fonctionner sur l'ensemble des messageries du marché. Et d'ailleurs, on a souvent des surprises, c'est-à-dire qu'on se dit, moi, je suis tout Outlook ou je suis tout Google, et en fait, ça va fonctionner au sein des interlocuteurs. Il y en a d'autres qui vont utiliser d'autres choses, et donc il faut qu'on soit homogène. Donc oui, ça va fonctionner là-dessus. Et puis, les différents intervenants en parlaient. On a beaucoup de marketing automation. Vous avez des CRM. Il faut qu'on puisse avoir une expérience qui soit homogène sur l'ensemble des points du parcours, et donc de pouvoir, dans cet espace-là également, avoir quelque chose qui soit synchronisé et efficace. Merci. Là, j'ai une question pour Olivier au sujet de l'identification des contacts. Est-ce que tout ça est très RGPD? Alors oui, tout à fait. C'est la première question qu'on nous pose en général maintenant depuis presque 18 mois. Oui, c'est tout à fait respectueux du RGPD, en particulier parce qu'on collecte le consentement des visiteurs sur leur site web lorsqu'ils acceptent les cookies sur leur bannière. S'ils ne l'acceptent pas, évidemment, la technologie ne rentre pas en jeu. Merci. Et donc, une dernière question pour Laurent, toujours un peu sur cette sujet des données. Comment vous intervenez sur le sujet de la donnée un peu prédictive? Ah, ça, c'est un vaste sujet. Alors, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a parlé beaucoup de la PQR. Explore, c'est une solution où il y a beaucoup d'humains, parce qu'on est quand même plus de 200, on va traiter la donnée. Il y a effectivement de la presse, mais il y a toute cette technologie, il y a beaucoup de réflexions sur ces sujets-là, des data scientists, des data analystes, et on travaille sur de la prédictivité. Alors, un exemple très simple, un de nos sujets privilégiés, c'est la notion de déménagement. Quels sont les projets de déménagement des entreprises? Alors, il y a ceux qu'on constate, et puis il y a tous ceux qu'on aimerait pouvoir prévoir à l'avance. Comme ça marche mieux. Super. Eh bien, écoutez, voilà. Et donc, on a des expériences et on a beaucoup de travail sur ces sujets-là, avec effectivement de gros actes de développement sur la prédictivité de la mobilité des entreprises, avec quelques tests qui n'ont pas forcément été très concluants pour le moment. C'était d'ailleurs un des sujets avec BPI, mais on travaille ardemment dessus et on a des solutions pour commencer à délivrer des choses sur l'appétence et sur la mobilité d'entreprise. Merci beaucoup, Laurent. On peut dire merci à nos 3 intervenants. On va continuer cette matinale en repassant la parole au studio où on passe maintenant au départ et Gilbert reprend la parole. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue à notre live avec Arecy, le pôle B2B du groupe Epoca. Le thème de notre émission, comme à chaque fois c'est passionnant, vous allez le voir, marketing relationnel, faire de l'expérience utilisateur un accélérateur de performance. Et au moment de la transformation digitale, on sait que c'est un facteur clé de développement de son activité pour développer et faire de la croissance. Alors, on a la chance, la joie d'avoir les experts d'Arecy, je vous disais, le pôle B2B du groupe Epoca et la participation de la société StormShield et Adobe e-commerce. Nous sommes diffusés en live sur Livestorm et LinkedIn Live. Je ne manque aucun réseau social et aucune plateforme. Comme toutes les émissions mensuelles, vous pouvez les voir sur YouTube et la page YouTube d'Arecy. Et aujourd'hui, pour parler de ce thème qu'on vient d'aborder, Iria Marquez, directrice associée d'Arecy. Bonjour Iria. Wow. Bonjour Gilbert.
toujours à la tête de cette belle société dont l'ADN est le B2B. Exactement. Et en vous la relève, enfin en face de vous, la relève, hein, Vincent Henrion, chef de projet digital journée chez RSI. C'est ça, bonjour Gilbert. Bah oui. La jeunesse, l'avenir, on compte sur vous. On mise tout sur vous même, j'ai envie de dire. Alors, à distance raisonnable, même j'allais dire très très raisonnable pour le coup, Karine Montmarché, responsable marketing opérationnel de Storm Shield, une société du groupe Airbus. Est-ce que vous êtes là, Karine? Oui, Karine, je vois vos lèvres bouger, mais je ne vous entends pas. Donc, on va me mettre Karine dans le… Voilà, je commence à vous entendre. C'est la cybersécurité, hein, Storm Shield. Hein. C'est ça. Ouais. Un peu plus fort, Karine, ça sera parfait à la régie. Régis Quintin, à vos côtés, enfin, à vos côtés, mais à distance raisonnable et même très, très raisonnable. Magento Sales, spécialiste pour Enterprise Customer chez Adobe. Alors, chez Adobe, on fait beaucoup de choses. Et on fait notamment cette plateforme de commerce, de e-commerce, hein, et vous nous expliquerez comment ça marche. Bonjour Régis. Bonjour à tous. Vous êtes où là? Je suis dans le sud de l'Île-de-France. Bon, bah, vous n'êtes pas si loin que ça, Je suis pas si loin. Les distances sont respectées. Tout à fait. Avec Karine également. Mais j'espère qu'on aura l'occasion bientôt de refaire nos émissions en direct et en plateau. Franchement, ça nous ferait très très plaisir et il est temps que ça revienne comme avant. Iria, Exactement. hein, comme avant, le temps où on faisait ces bonnes et vieilles émissions, j'allais dire, à l'ancienne, hein, en plateau. Beaucoup de choses changent. Hein, on l'a vu avec ce qui s'est passé dans nos vies, la société, mais aussi en termes de marketing. Et notamment, les relations changent profondément entre tous les différents acteurs. Qu'est-ce qui évolue et comment ça impacte les équipes marketing? Ce qui évolue, c'est qu'aujourd'hui, et notamment, tu vois, vous voyez, pardon, ces 3 derniers mois, on a eu d'une part une totale réduction de la distance entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça ne peut pas être plus. Et donc, du coup, il y a un mélange dans les attentes. Et on attend aujourd'hui en B2B les mêmes conforts, la même expérience qu'en B2C. On sait que les acteurs B2C travaillent énormément. Donc, ça challenge les marketeurs B2B. Rien de plus. Il y a convergence, hein, c'est ce que vous dites, B2B, B2C, tout ça, ça converge en tout Exactement. cas sur les attentes et les Exactement. présupposés quand on veut faire un peu de commerce. Même si ce n'est pas toujours la même chose. Mais non, B2B évidemment. et B2C, ça Évidemment, n'a c'est rien à pas la voir. même chose, hein. Mais ça, Si vous faites du B2B, je vous recommande d'aller chez RSI et pas une agence B2C. Concrètement, par où commencer pour bien connaître ce consommateur final? Eh bien, par où commencer? Justement, par comprendre sa cible et se demander qui elle est de la façon la plus intime possible, de façon à savoir à qui on parle, tout simplement. Dans la vie personnelle, on n'en fait pas autrement. C'est ça. Avant d'engager le dialogue, on essaie de comprendre à qui on a affaire. Là, c'est exactement la même chose. Je crois qu'on oublie cet élément, souvent. Souvent. Si on ne sait pas qui on a en face, ça ne peut pas matcher. On se dit qu'on sait. Oui, moi je communique. C'est pire en fait. Ben oui, exactement. Il y a un préconçu qui fait qu'on ne fouille pas le sujet, on ne va pas au fond des choses. C'est quand même un sacré job. Je crois que c'est une quête permanente en plus, c'est pas quelque chose statique. La véritable difficulté, c'est que les marketeurs sont payés pour être centrés sur leur marque, sur leurs produits. Et qu'aujourd'hui, le consommateur B2B, le client, il demande à ce qu'on soit centré sur lui. Le client-centric dont on parle tellement, bah, c'est retourner sa position, se mettre de l'autre côté du miroir. Et moi, j'adore, vous aviez fait venir un intervenant de Oracle. C'est pas le B2B, c'est le B2Me. Donc, tout est dit, hein, Vincent, hein, quand on dit ça. Alors, vous avez mené de nombreux projets qui commencent par cette phase de connaissance client. Quels sont les écueils que vous rencontrez? On en parlait un peu avec Iria, le plus fréquemment, et comment vous aidez les clients à les résoudre? Alors aujourd'hui, il faut savoir que pour récolter toute cette information dont on parlait Iria un petit peu plus tôt, il y a beaucoup de points de contact entre une marque et ses cibles, ses prospects ou ses clients. Et bien souvent, on récolte de l'information à ce moment-là dont on ne se sert pas. Et ça va être ça, la première étape, le plus gros défi en fait qu'on va avoir, c'est de récolter toute cette information et d'essayer d'y donner un petit peu de sens. Déjà de s'assurer qu'on récolte bien de l'information à chacun de ces points de contact et ensuite d'aller essayer d'y donner un petit peu de sens. Alors il y a le sens propre de la donnée qu'on a sous les yeux, mais il y a aussi tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut extrapoler. Donc, il va falloir être un petit peu imaginatif dans l'utilisation de cette donnée. C'est beaucoup de techno, mais c'est beaucoup de techno qui existent déjà et dont tout le monde se sert, mais que pas assez de monde ne consulte. On optimise en fait ce dont on dispose et c'est vrai que c'est déjà pas mal. Alors, toutes ces données sont assez désincarnées, hein, vous l'évoquiez comme ça.
on oublie un peu l'humain. En réalité, derrière, qui se cache derrière, c'est ce que disait Eria, l'homme ou la femme qui est derrière l'acte d'achat. Et c'est ça, c'est le cœur du problème. Alors, exactement, et comme vous l'avez dit, et comme on en a parlé un petit peu plus tôt, on va s'atteler à récolter un maximum d'informations. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette information, toute cette data, elle n'a de sens que par le prisme de l'humain et par le prisme en fait des questions de qui est ma cible, quels sont ses enjeux, quelles sont ses préoccupations, quelles sont les difficultés qu'elle rencontre dans l'exercice de son métier. Et donc, pour répondre à ces questions, on va avoir besoin de réunir la grande équipe client qui va être composée des commerciaux et du marketing. Et en fait, on va les confronter et réunir ces deux visions qui sont justes mais partielles pour aller essayer de donner un petit peu de sens à cette data. Juste et partiel et parfois opposé. Alors, on peut aller mais jusqu'à vous faites le l'opposition. médiateur, vous faites le casque bleu parfois, hein, c'est ça un peu le Exactement, job. exactement. Et on se retrouve parfois dans des ateliers où des collaborateurs qui travaillent dans des bureaux juste à côté découvrent en Ouais. fait toute l'information dont disposent leurs collègues parce qu'ils n'en ont jamais parlé. D'où l'importance de la machine à café, hein, bien sûr, Exactement. on est d'accord. Karine, vous avez une machine à café chez vous? On met un peu plus fort dans la régie, ça sera parfait dans l'oreillette, s'il vous plaît. Alors, la connaissance client vous a permis de faire de grandes avancées, notamment dans la conception de vos événements digitaux. Aujourd'hui, justement, Vincent en parlait, commerciaux et marketing travaillent main dans la main. Vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Alors, c'est vrai qu'on est sur un sujet qui est très technologique. On évite l'usage de parler beaucoup de prix. Et nous, depuis 2 ans, on a vraiment choisi de travailler par chez Vertico, répondre vraiment aux attentes et aux tâches de nos clients. Et de ce fait, on s'est vraiment rapproché des équipes commerciales puisque c'est la connaissance terrain, on va dire. Et ce qui veut dire que, par exemple, dès qu'on doit lancer une nouvelle série de webinars, un game, un événement digital ou peu importe, on fait un kick-off de lancement dans lequel on intègre des commerciaux, même voire de la R&D, voilà, élargir notre vision, vraiment ensemble co-construire les discours, voire même co-construire les outils pour véhiculer les messages. Donc vraiment une approche très collaborative. Je crois que c'est ça l'essentiel. De toute façon, quand on travaille ensemble, ça marche toujours mieux. Et on le voit, hein, on voit que les commerciaux sont engagés, beaucoup. Ils commencent même à avoir cette fibre commerciale. On l'a vu là pendant le Covid. Nous, en fait, on est sur des sujets qui sont très proches du travail. Et donc, on a vu les DSI un peu en panique avec ce déploiement massif du télétravail. Et les commerciaux ont clairement pris la main, on les a laissés prendre la main. On a organisé une dizaine de webinars pour vraiment accompagner leurs clients dans la mise en place des outils. Vous diriez que cette période, finalement, a permis de faire bouger les lignes? Encore plus. Donc, ils étaient déjà, hein, ils sont handicapés marketing depuis. Ils travaillent vraiment main à main. Et là, encore plus, on leur a même laissé la main pour organiser. Alors, Vincent, vous travaillez sur les projets marketing automation, de marketing automation, pardonnez-moi, c'est technique, de Karine, mon marché, et notamment sur la communication de ces webinaires qu'elle a évoqués. Dans l'équipe Digital Journée qui exploite beaucoup de marketing automation, de solutions technologiques, c'est un atout majeur pour l'expérience client. Oui, absolument. En fait, le marketing automation, ça va nous permettre de piloter une relation qui est personnalisée avec chacun de nos contacts, qu'il soit un client, un prospect ou un partenaire. Et donc, on va pouvoir aller construire une relation qui est personnalisée en fonction de son appartenance à une business unit, de son historique avec la marque, des échanges qu'on a pu avoir avec lui, et de lui apporter des informations qui sont extrêmement pertinentes dans son métier. La diversité des informations, est-ce que c'est très important? Est-ce qu'il faut se concentrer sur quelques items ou finalement, il faut aller chercher le maximum d'informations? Ça peut être compliqué parfois. En termes de marketing automation, on est aussi riche que la base de données qu'on a. Et donc, c'est à partir de là et à partir de tous les éléments qu'ont pu nous apporter cette grande équipe client dont on parlait un petit peu plus tôt, qu'on va pouvoir commencer à personnaliser la communication, à personnaliser ce qu'on va proposer comme information. D'accord. C'est quand même un métier. Hein. J'ai envie de le dire à chaque fois, je m'étonne quand vous me parlez de ce que vous faites chez RSI, mais c'est vrai que cette capacité à matcher les informations qui viennent d'un peu partout et donner du sens à tout ça, c'est la magie de la chose. Et les interactions sont aussi une tendance naissante, hein, mais qui pourrait bien devenir une des expériences utilisateurs les plus efficaces. Hein.
selon ce qu'on a dit quand on a préparé l'émission, pour resserrer notamment les relations. Pourquoi et comment peut-on mettre en œuvre ces interactions dans le cadre du B2B? Pourquoi les Alors, mettre on en- rappelle ce que c'est les interactions quand Oui, même. exactement. Alors, les interactions, c'est l'opposé de la communication télé classique. C'est on regarde un message, on est exposé au message et on ne fait rien. On a une réception passive du message qu'on nous donne. Aujourd'hui, on n'est plus habitué à ça. On est habitué à agir sur les choses, Bien sûr. à titre personnel et professionnel. Et donc, c'est effectivement extrêmement frustrant de se retrouver à simplement voir balayer sous ses yeux tout un tas de messages. Donc ces interventions, ça consiste à proposer, quand on émet un message, une possibilité pour la cible, pour la personne à qui il est destiné, d'agir, de faire quelque chose. Et c'est quelque chose qui est psychologiquement extrêmement satisfaisant pour l'humain, de se déterminer. On fait un quiz, on pose 3 questions. D'après vous, quel pourcentage d'entreprises en France, blablabla. Ben, on aime bien donner son Mais de avis. toute façon, en plus, dès qu'il y a interaction, il y a potentiellement une prise de contact qui peut découler sur quelque Exactement. chose. C'est ça l'enjeu. Hein. C'est le début. C'est-à-dire que si je me mets dans une position d'interagir avec vous, une marque chez qui je peux acheter quelque chose, je suis déjà en chemin pour acheter. C'est tout le mal qu'on souhaite à tous nos clients. Régis Quintin, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes loin? Je sais que vous êtes dans l'île de Je France. suis là, je suis là. On rappelle, c'est une spécialiste chez Adobe, Adobe qui propose une solution de e-commerce. Magento, c'est bien le nom? Tout à fait. Et vous êtes le grand spécialiste de Magento. Alors, le e-commerce B2B est en pleine croissance. Quels sont les secteurs qui se développent particulièrement? Alors, Adobe accompagne donc des moyennes grandes entreprises ou des groupes internationaux dans toutes les industries sur la digitalisation de leur commerce. Et alors, je dirais qu'il n'y a pas forcément de secteur en avance ou en retard. Chaque secteur a son lot d'entreprises capables de se réinventer, de réinventer l'expérience de leurs clients et de trouver des approches innovantes pour se repositionner sur leur marché grâce au digital. En revanche, je pense que le fossé se creuse de plus en plus entre celles-là qui posent une vision stratégique, s'imposent une certaine agilité opérationnelle et font des choix d'investissement pragmatiques dans une plateforme tout intégrée, et ceux qui n'osent pas bouger ou bougent de façon trop timide ou cherchent à tout construire par eux-mêmes avec plus ou moins de succès, mais dans tous les cas en y perdant beaucoup de temps et de ressources. Du coup, l'écart se creuse en termes de savoir-faire. Parce qu'adopter une telle plateforme de marketing digital, finalement, ça permet de lancer des nouveaux sujets rapidement, bien sûr, d'accompagner la montée en maturité des équipes sur tous les sujets qui touchent au parcours du client, l'acquisition, la conversion, la fidélisation, tester, collecter de données, apprendre et ajuster. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps. On voit bien que c'est vous le spécialiste. Hein. Le contexte a-t-il accéléré les demandes de mise en place? Alors, c'est vraiment hyper variable en fonction des secteurs de l'économie, clairement. Mais nous avons vu un certain nombre de nos clients qui ont vu l'explosion du canal digital durant cette période. Et là, clairement, nos clients ont été bien contents, ont tiré parti finalement du fait que nous opérions cette solution Magento dans le cloud, puisque, comme toutes les autres solutions Adobe, puisque ça leur a permis de supporter des pics d'activité assez inattendus sans avoir à aucun moment se soucier de leur plateforme e-commerce. Et ils avaient évidemment bien d'autres chats à fouetter. Et nous avons aussi certains prospects qui ont fortement regretté de ne pas avoir lancé cette plateforme plus tôt, des gens avec qui nous étions déjà en discussion, parce que là, ils ont vu clairement leur vente tout simplement stopper, alors qu'une plateforme e-commerce leur aurait permis de déporter une part de leur vente justement via ce canal. Donc là, ceux-là ont vraiment eu une prise de conscience assez douloureuse. Et oui, de façon globale, nous voyons une grosse accélération des sujets e-commerce chez Adobe. Bah oui, c'est pourvu que ça dure, hein, j'ai envie de dire. Quels sont les freins à la mise en place et les gains qu'une entreprise peut attendre de cette stratégie? Alors, je dirais que le frein principal, c'est la peur de changer son modèle et son organisation, de la bouleverser. Du coup, plutôt que de parler de ces freins, je vais plutôt voir 3 points clés pour les lever, ces freins, comment se lancer et réussir. Le premier point, c'est de poser une vision stratégique du positionnement qu'on veut adopter. Et ça se fait principalement à travers l'expérience client. Quelle expérience je souhaite faire vivre à mes clients? Quelles expériences créeront pour eux suffisamment de valeur pour me permettre de leur être indispensable?
Le deuxième point, c'est choisir les bonnes technologies, les bons partenaires pour les mettre en œuvre, parce que le digital, c'est de la technologie malgré tout. Donc, Magento, là-dessus, a été nommé leader du marché du commerce B2B, comme nous l'étions sur le B2C, et on accompagne nos clients sur de la technologie avec l'aide d'un réseau important de partenaires intégrateurs de toute taille. Donc, nos clients trouvent chaussures à leurs pieds et une grosse communauté. Aucune raison. Ils n'ont aucune raison de ne pas adopter le produit. Voilà. Exactement. Et le troisième point qui est hyper important, évidemment, c'est l'accompagnement au changement et l'agilité opérationnelle qui est nécessaire pour mettre en œuvre un tel projet et opérer ensuite la plateforme, apprendre, corriger, optimiser, s'adopter sans arrêt. C'est le challenge du digital. Voilà. Sur ces 3 points, nous travaillons avec nos clients et on a des consultants, des partenaires donc, qui nous contactent. C'est quoi les résultats visibles pour un client quand il adopte la solution? Allez, faites-nous rêver un peu. Je dirais qu'il y a 2 choses à regarder. La première qui ne fait pas rêver, mais qui est hyper importante, c'est que on pourrait regarder ce qui se passe si on ne fait rien, alors même que la concurrence avance. Donc, je les invite à agir plutôt qu'à prendre le temps de mesurer le retard pris. Mais c'est un vrai sujet. Le statu quo n'est plus une option pérenne. Ensuite, sur les clients qui se lancent, les clients que nous accompagnons, nous suivons systématiquement avec eux un certain nombre de KPI business et nous constatons globalement une croissance du chiffre d'affaires global, clairement. Une vraie complémentarité entre les canaux de vente historiques qui continuent, mais qui se réinventent, et que ce soit des magasins ou des commerciaux, et le canal digital, et une augmentation de l'achat par client. Et le panier moyen. En fonction des secteurs, c'est plus de commandes récurrentes et ou l'augmentation du panier moyen, mais ce qu'on appelle la lifetime value du client qui est largement optimisé par l'arrivée de ce nouveau canal digital très complémentaire. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a quand même une transformation importante qui s'opère sur ce marché du commerce avec ces nouvelles solutions et on voit bien que c'est l'avenir, en tout cas pour une partie du business, parce qu'il restera toujours le commerce traditionnel. Karine Monmarchais, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec nous? Karine? Karine n'est pas là. Bon, on va continuer si on est avec… Karine, voilà, je vous retrouve. Vous êtes là? Oui, c'est bon, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Alors, la cybersécurité, ça se prête assez peu et c'est peu propice au e-commerce. Donc, on s'orienterait vers une stratégie de contenu. Et souvent, le contenu, ça paraît un peu compliqué, difficile, peu maîtrisable pour les équipes marketing. Justement, comment faites-vous pour aller vers cette stratégie de densité d'informations et de contenu? C'est vrai que nous, on est loin du e-commerce, puisqu'entre nous et Antino, on a un réseau de partenaires, donc on n'est pas en direct avec eux. Et effectivement, on a choisi d'adopter une vraie stratégie pour pouvoir toucher cette cible. Et un contenu qui sera vraiment orienté aux l'information, de la sensibilisation autour des bonnes pratiques en matière de cyber, puisqu'on voit qu'avec l'avènement du numérique et qui va encore s'accroître, en fait, c'est un sujet qui devient de plus en plus d'actualité. Et donc, on a mis en place depuis maintenant à peu près 2 ans un comité éditorial qui, encore une fois, regroupe tous les services chez nous. Ça peut être de la R&D, du commerce, ça peut même être les RH ou services. Et l'objectif, c'est d'avoir toujours une vingtaine d'articles très, très orientés sur l'utilisation et avec les 5 articles. Par exemple, typiquement, là, on est dernier article et sur le sujet du Covid et de la santé, avec des nombreuses attaques conçues des hôpitaux, la crise sanitaire, et donc sur l'actualité pour accompagner nos cibles verticales. C'est une sorte d'interaction, finalement, quand on fait un papier intéressant. Ce que disait Iria, finalement, l'interaction, elle doit passer par là. Voici une information clé pour votre secteur, pour votre domaine d'activité. C'est vraiment de la sensibilisation et très orientée par vertical market. Le ferroviaire, l'industrie. Voilà. C'est important aussi d'intégrer les commerciaux pour avoir le bon discours. Voilà, justement, vous parliez d'intégrer, on parle beaucoup d'intégration des équipes, marketing, sales, et comment tout ce monde va travailler ensemble et comment on va faire rêver le client final, ou en tout cas lui apporter ce qu'il attend. C'est quand même la meilleure façon de vendre. Car dans la tête des marketeurs, c'est l'alignement technologie et les actions marketing et commerciales. Vous avez parlé tout à l'heure des webinars, si j'ai bien entendu ce que vous me disiez. Est-ce que vous avez envisagé d'aller plus loin? Alors aujourd'hui, on travaille par série de webinars. Par exemple, sur le ferroviaire, on va avoir des mini-séries sur lesquelles on englobe vraiment toutes les thématiques.
à ce secteur d'activité. Vraiment, on essaye d'avoir une continuité dans le temps, sur plusieurs mois, avec nos clients pour vraiment créer une relation proche avec eux et à les accompagner à tous les leurs infrastructures. Ok, Karine, merci beaucoup. Hein. J'entendais un peu moins à la fin, mais en tout cas, ce que vous dites est frappé du coin du bon sens. C'est rien, on est d'accord. Hein. Plus on travaille ensemble, mieux ça marche. Exactement. Alors, en conclusion, s'il fallait retenir qu'une chose pour développer l'expérience utilisateur, utile pour le business, bien entendu, de sa société, qu'est-ce que ce serait? Ce qu'il faut retenir, surtout, ce qu'il faut obsessionnellement avoir en tête, c'est que la technologie, vous l'avez souligné, hein, c'est hyper important et il y a beaucoup de solutions technologiques. Mais que la technologie, sans la vision stratégique et sans la connaissance client, n'amène pas tout le bénéfice qu'elle peut apporter. Et souvent, on oublie, on s'abrite derrière le fait d'avoir telle ou telle techno. Et on oublie que le marketeur doit rester le nerf de la guerre, la vision stratégique du marketeur doit rester le nerf de la guerre. Et notamment pour apporter ce qu'on évoque depuis ce matin, c'est-à-dire ces petites touches d'expérience qui font que eh bien, on engage une relation qui sort de l'ordinaire, comme on disait ce matin. La technologie, ce n'est pas le business. La technologie vous aidera à faire du business, mais le vendeur, il sera toujours là pour vendre. Hein. On est d'accord, Vincent? Exactement. La jeunesse, l'avenir, on est d'accord sur ce message? C'est ça, absolument. Allons-y. Yaria, si Vincent le dit, on est rassuré. C'est la vérité. Merci de nous avoir suivis en direct et en replay. Hein. Je rappelle nos invités, Régis Quintin qui est de chez Adobe, hein, la plateforme e-commerce, Karim Monmarché, responsable marketing, c'est Storm Shield, c'est la cybersécurité, c'est au sein du groupe Airbus, Vincent Rion, on part ici, et Ria Marquez, toujours directrice associée d'Aressi, le pôle B2B du groupe Epoca. Moi, j'ai trouvé passionnant. On retrouve toutes les émissions, hein, parce qu'on a fait plein ensemble, hein, en plus, hein, sur plein de thèmes intéressants, sur la page YouTube d'Aressi, sur la page LinkedIn aussi. Et pour connaître la prochaine date de notre émission diffusée sur LinkedIn Live, rendez-vous sur aressi.com. Allez, ciao, bye bye, à bientôt.